On vous a demandé un mot pour qualifier la situation dans laquelle le Moyen-Orient se trouve depuis 4 jours. Bouleversement matriciel. Pourquoi ? Oui, parce qu'en réalité, ce qui se passe actuellement, finalement, c'est une réinitialisation de tout le système des équilibres régionaux qui est remis en cause par rapport à ce qu'il y avait il y a plusieurs décennies. Toute chose égale par ailleurs, ça pourrait avoir des conséquences équivalentes au niveau régional à ce qui s'est passé avec l'effondrement du système soviétique en Europe. Donc les conséquences vont être énormes probablement. Sur combien de temps ? Les choses se font rapidement, on le voit. Et l'Iran est un pays central, évidemment. Donc je dis souvent que toucher à l'Iran est un pays sismique au sens tellurique du terme, et géopolitique. Donc ça ne sera pas sans conséquence. Et les radiations vont, de toute façon, dans tous les scénarios, seront considérables. Hugo, votre mot, c'est quoi ? Du coup, je vais le décrire. C'est Maelstrom. Maelstrom. Maelstrom, c'est les tourbillons, c'est les courants contraires qui sont assez connus parce qu'il y a une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui a été magnifiquement traduite par ailleurs par Baudelaire qui a mythifié un peu tout ça. Mais je pense que c'est ce qui se passe dans la géopolitique aujourd'hui. On pourrait dire autrement les forces centrifuges, c'est-à-dire comment en fait les dynamiques qui se sont enclenchées aujourd'hui nous emportent dans un monde où en fait personne n'a de plan. Et où on risque tous d'être aspirés. Et ça, c'est le maelstrom, c'est ce mouvement incontrôlable. C'est les courants. Les courants, d'habitude, c'est la nature qui génère les maelstroms dans le nord de la Norvège. Là, c'est la géopolitique internationale. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu autant de bouleversements en saccades. Et donc, la question de l'après, et on a du mal à y penser parce que ce qui se passe au présent est déjà hallucinant. Chaque jour apporte son lot de nouveautés et de surprises. Et donc, à un moment donné, il faudra se poser la question de l'après, mais pour l'instant, on a du mal à en voir les contours. Alors, pourquoi maintenant ? C'est probablement Parce que ce qui m'a étonné, je ne sais pas si vous avez vu le sujet de L'Orient le jour, là, il y a 2 minutes, mais ils avaient fait des paris sur les dates. Donc ça veut dire qu'ils l'ont vu arriver, quoi. Et pourquoi maintenant ? Il y a plusieurs temporalités, mais en tout cas, pour le lancement de l'opération, c'était acter l'échec de l'impasse des négociations, en réalité. De Genève, 3e cycle. Mais en réalité, c'était déjà acté précédemment. On avait entretenu l'illusion. Il y avait une scénographie diplomatique qui entretenait l'illusion de la possibilité de finaliser quelque chose. En réalité, les deux parties n'y croyaient pas. Tout simplement parce que leurs lignes rouges respectives étaient demeurées inchangées, intangibles, elles étaient incompatibles. Et donc, même ceux qui étaient partisans justement de trouver un accord, notamment les envoyés du président Trump, ont dû constater qu'il y avait une impasse totale et chacun cherchait à gagner du temps. Et puis, il se trouve qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est présentée à l'issue de l'échec de la dernière session. Et il y avait 2-3 éléments qui ne trompaient pas. On ne peut pas prédire. Après, ils sont très bons aussi à L'Orient le jour. Anthony Samrani, notamment, est très, très, très fin analyste. Il y avait quand même le plus gros déploiement de forces américaines depuis 2003. Ça, quand ils sortent autant de forces et qu'ils amassent autant de forces au bord de l'Iran, généralement, c'est un peu plus que pour intimider. Deuxième élément qui était très parlant, c'est quand les États-Unis ont appelé leurs ressortissants en Israël à rentrer. Ouais. Là, généralement, c'est que ça va cogner. Après, il y a une phrase qui est quand même assez déroutante de Trump. Il y en a beaucoup, mais dans la séquence, c'est pour justifier les attaques, il a dit les Iraniens ont voulu négocier un peu trop finement, ce qui est hallucinant, parce que ça veut aussi dire que les négociations, en fait, étaient presque un jeu de dupes qui est amené probablement à justifier par leur échec une opération de cette ampleur, mais probablement que l'objectif depuis le début, c'était quand même de taper très très fort. Est-ce qu'ils ont aussi, je voulais vous demander s'ils avaient d'après vous une stratégie, est-ce qu'ils ont un but, ou alors c'est de la pure impro ? Du côté israélien, non, mais c'est pas de la pure impro. Là je parle mais du côté
Il y a un Ils n'ont flou. pas les mêmes buts, en tout cas. Pas totalement, pas à 100%. Alors, ça a convergé, sinon ça n'aurait pas donné une opération commune. Mais incontestablement, il joue son mandat sur cette affaire, pour les raisons qu'on a évoquées. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été élu sur les promesses de retirer les Américains des guerres sans fin, du Moyen-Orient, etc., de se concentrer sur la politique intérieure, le pouvoir d'achat, l'inflation notamment. Donc là, il y a une fracture au sein de la base MAGA. J.D. Vance s'est rangé par défaut, on va dire, à l'option militaire. Mais incontestablement, ça va laisser des séquelles. On va voir au niveau des mi-termes en novembre. Donc oui, pour les troupes au sol, il a fait une déclaration un peu curieuse où il disait qu'il envisageait éventuellement, mais ça c'est de Donald Trump, des troupes au sol, ce qui est quasiment impensable parce que ce serait invendable. Mais il a un problème parce que là, de toute façon, ce qui se passe dans le Golfe, notamment le détroit d'Ormuz qui est bloqué, mécaniquement, c'est les prix du pétrole qui montent. Et pour le consommateur américain, c'est une très très mauvaise nouvelle. Mais c'était prévisible, tout ça. Et c'était prévisible. Qu'est-ce qu'on sait du risque terroriste aujourd'hui en France ? Le risque djihadiste est toujours très élevé. Alors, il est plutôt lié à Al-Qaïda et Daesh, notamment les réseaux de l'État islamique qui étaient en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Donc, c'est plutôt ça, sur les 10 dernières années, ce qui nous a occupés. Maintenant, historiquement, il y a eu des réseaux terroristes. Qu'est-ce que ça peut réveiller en fait, qui se passe ? Ce qui peut se passer, c'est en deux temps. En fait, il y a le premier temps et le premier plan, c'est le plan régional. On avait un axe iranien qui structurait la géopolitique internationale depuis 25 ans, qui était dominé par Téhéran et qui partait de Téhéran jusqu'à Beyrouth via le Hezbollah et via l'Irak et la Syrie et quelques affidés au Yémen et dans la bande de Gaza à travers le Hamas. Et donc en fait, ça structurait. C'était la puissance de l'Iran. C'est comme ça on pouvait pas faire sans considérer qu'il y avait là des troupes pro-iraniennes. Cet axe a été pulvérisé depuis 2 ans et demi, depuis le 7 octobre 2023. Et donc, on a remplacé cet axe, qui était un axe structurant de puissance de la République islamique, par tout d'un coup, en fait, quasiment des États semi-faillis, que ce soit le Liban, la Syrie, l'Irak en situation très délicate, l'Iran aujourd'hui, très probable. Et c'est un autre morceau. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants, et on ne sait pas totalement ça. Donc, cet axe d'instabilité, là, il va forcément être rempli. La géopolitique, on en discutait avec David, à horreur du vide, va être comblée. Il y a beaucoup de groupes non étatiques qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir prendre des bouts de territoire, etc. Donc ça, si on a des groupes djihadistes qui reprennent pied en Irak ou en Syrie, ça peut redéclencher des vagues. Forcément. Donc ça s'est toujours passé comme ça. C'est des groupes à l'extérieur qui arrivent à créer des connexions. On n'y est pas, parce que le rapport sécuritaire a été est aujourd'hui largement en faveur en France et en Europe des forces de sécurité. Mais c'est quand même, on parlait de plaque tectonique, là c'est une plaque tectonique à surveiller. Et puis après, le deuxième plan, c'est le risque immédiat, c'est-à-dire des groupes pro-iraniens. C'est arrivé au Texas il y a 3 jours. Il y a un forcené terroriste qui a tiré dans la foule, il a tué 2 personnes, blessé 14 personnes, et donc ça peut être contre des synagogues, et donc c'est pour ça que on est monté d'un cran sur la vigilance, et ça se comprend assez facilement. David, est-ce que vous voulez réagir sur ce risque-là ? Oui, non, mais c'est tout à fait effectivement. Alors là, de manière immédiate, en plus, il y a une déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien qui a stigmatisé la position des Européens, notamment de 3 pays nommément désignés, à savoir la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, en considérant qu'ils s'étaient mis finalement en situation de conflictualité ouverte avec Téhéran et que ça entraînerait... Même si on ne s'est pas vraiment impliqué. Oui, mais on est impliqué, qu'on le veuille ou non. Oui, quand on regardait tout à l'heure la fameuse base interarmée française aux Émirats, mécaniquement, les Émirats subissent des tirs en provenance de l'Iran. Et donc, d'ailleurs, la base a été visée. Donc, on est, quoi qu'on en dise et qu'on en veuille, on se retrouve de toute façon embarqué. Et puis, effectivement, il y a la question de la problématique terroriste. Alors, en Europe même, parce qu'il y a, c'est vrai, des réseaux anciens. On a connu le terrorisme, alors qu'il n'était pas le terrorisme djihadiste sunnite, mais c'était dans les années 80 notamment. La rue des Rosiers. Il y a eu plusieurs attentats très meurtriers qui ont été attribués effectivement à la République islamique. Et il y a effectivement l'existence de réseaux qui ont été identifiés d'ailleurs ces dernières années en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France également, d'ailleurs, puisqu'il y a eu un attentat déjoué à Villepinte il y a quelques années. Donc évidemment, il y a la possibilité de mobiliser éventuellement pour faire payer ce qui est considéré comme une forme d'adhésion
à une opération dont on n'est pas partie prenante, mais il se trouve qu'on en subit de toute façon une partie des conséquences. Alors aujourd'hui, les soldats israéliens sont entrés sur le territoire libanais, donc ce matin. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui se passe au Liban ? Le Liban, de toute façon, c'est pas dissociable de ce qui se passe en Iran. En réalité, l'opération en Iran, c'est finalement l'ultime séquence post-7 octobre. Puisque depuis le 7 octobre, Israël s'est engagé dans la désintégration de ce qu'on appelle l'axe de la dite résistance à Israël, qui regroupait tous les mandataires pro-iraniens au niveau régional dont on parlait tout à l'heure. Il y avait le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, des groupes pro-iraniens en Syrie, dont le régime s'est effondré, en Irak. Et donc la stratégie israélienne, ça a été de démanteler, effectivement, de désintégrer cet axe pour arriver à celui qui est l'initiateur, effectivement. Et ça explique que, effectivement, l'opération aujourd'hui menée contre l'Iran, qui est qualifiée par les Iraniens de tête de la pieuvre. Les autres mandataires n'étant que les tentacules, je cite. Donc, effectivement, il y a un projet de remodelage global des grands équilibres régionaux. Bah alors pour moi, la tête du Hezbollah avait été décapitée. Oui, il y a Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui avait été tué dans une frappe, qui d'ailleurs rappelle aussi en partie celle qui a tué le guide suprême, avec des différences. Donc il y a maintenant plus d'un an, et puis derrière, certains de ses successeurs. Donc de ce point de vue-là, le Hezbollah a été considérablement affaibli. Il en reste une partie, une branche militaire. Là, quand même, la question on pourra y revenir, mais il y a quand même un point qui surprend beaucoup, c'est pourquoi le Hezbollah a attaqué Israël. C'est-à-dire que eux, quand ils ont été, je veux dire là, dans cette séquence, quand ils ont été en proie à la guerre au Liban, on s'attendait à ce que l'Iran réagisse pour soutenir son affidé qui était attaqué par Israël. L'Iran n'a pas bougé. Même Nasrallah, il a été localisé par un agent iranien, enfin par un Iranien qui a permis de localiser Nasrallah. Donc même l'Iran a une forme de responsabilité dans la mort de Nasrallah. Donc l'Iran n'a pas bougé quand le Hezbollah a été attaqué. Mais là, quand l'Iran est en train de se prendre une raclée, tout d'un coup, le Hezbollah se met à tirer des missiles et donc redéclenche Et c'est pour ça, d'où le titre de L'Orient le jour, qui est que le Hezbollah suscite le Liban, qui je pense est assez juste. Et d'autre part, même y compris, je veux dire, chez les chiites libanais qui ont voté pour le Hezbollah, ils se retrouvent à nouveau à se demander qu'est-ce qu'ils font au milieu de cette guerre qui, là, les concerne quand même beaucoup moins que la dernière, et avec tout ce que ça charrie de désordre civil, etc. Donc, il y a vraiment, le Liban, pour la millième fois de son histoire, se retrouve totalement pris à partie par la guerre régionale. Et le truc, c'est qu'on sait bien ce qu'il en est pour le Liban, c'est que, bon, ça tient. Voilà, on ne sait pas trop comment. Voilà, là, il y a encore mais le pays est quand même dans un état très, très difficile, très, très délicat. Et on verra l'après. Mais voilà, je pense que le Liban fait toujours partie de ces pays qui prennent deux fois le tarif, quoi. Oui, juste pour préciser, le prétexte, entre guillemets, enfin la justification de l'entrée dans le conflit, c'était qu'ils avaient préalablement signifié que si la figure du guide venait à être touchée, ce qui était le cas, à ce moment-là, ils s'engageraient, alors que si ce n'était pas le cas, ils retiendraient leur... Ce qui veut dire que le Hezbollah libanais est un parti iranien. Parce que, je veux dire, pour se mobiliser par la mort d'un chef d'un guide... C'est lié au chiisme, il est apparenté, effectivement, à l'idéologie du Velayat, c'est-à-dire du système, effectivement, chiite iranien. Pour être complet, Emmanuel Macron a parlé de l'opération terrestre israélienne et de l'entrée des troupes israéliennes au Liban. Escalade dangereuse et erreur stratégique. Je crois qu'ils s'en moquent en Israël, mais enfin... C'était la position du président français. Oui, et puis j'appelle Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité, il a rajouté aussi. C'est ça, mais un vœu pieux. Oui.